I knew it, I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce 6e épisode du Podcastologue. Mon nom est Stéphane Berthomé et aujourd'hui je reçois Benjamin Roy qui est un ingénieur du son, qui est un technicien du son, un passionné du son aussi. En fait, mes premiers contacts avec Benjamin remontent à au moins un an. J'ai vu ses interventions sur les différents réseaux sociaux et notamment dans le Café du Podcast. Vous savez, ce groupe Facebook dans lequel on se donne des conseils, où on se parle de l'actualité du podcast. Benjamin a toujours été extrêmement généreux en conseil, il donne beaucoup de solutions techniques aux gens qui ont des problèmes. Donc je voulais le rencontrer, je voulais lui parler aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin sur sa vision de l'univers du podcast, du mixage et de toutes ces choses qui peuvent parfois paraître mystérieuses. Alors on commence immédiatement cette entrevue avec Benjamin. Bon, alors Benjamin, écoute, je suis vraiment ravi de te parler aujourd'hui, presque te rencontrer pour la première fois. Parce que on a commencé à échanger sur Facebook dans le groupe Le Café du Podcast peut-être il y a un peu plus d'un an. Puis moi, j'avais trouvé que tes interventions, surtout sur le plan technique, étaient tout le temps super intéressantes. Et je pense que c'est l'occasion aujourd'hui justement de parler un petit peu de technique avec toi. Alors bienvenue dans le Podcastologue. Eh ben salut et puis merci pour l'invitation. Je t'avoue que c'est ma première de ce côté du micro, donc voilà. J'espère que je vais être à la hauteur. Ah ben ça, j'en doute pas. Benjamin, t'es ingénieur du son, même si tu trouves ça un petit peu pompeux comme terme, t'es surtout un spécialiste du son, puis d'après ce que j'ai pu lire et voir, t'es surtout un passionné, t'es extrêmement méticuleux, les conseils que tu donnes, que j'ai pu lire, sont toujours super précis, tu aimes visiblement, t'es un artisan du son, là, tu aimes le bon son, t'es un passionné du son. Comment tu m'as dit, tu es un serial podcast pimper, c'est ça? C'est ça, ouais. On va dire ça, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Commençons par ça. C'est quoi un serial podcast pimper? Alors, disons que le podcast s'est démocratisé assez rapidement, qu'il y avait quand même au départ et même encore très peu de gens formés, ou des gens qui sont formés par des gens qui eux-mêmes ne sont pas formés non plus aux techniques du son. Donc, mon travail, généralement, il consiste surtout à rattraper un petit peu les erreurs d'enregistrement et à booster un peu tout ça pour que ce soit agréable à écouter, quoi. Donc, voilà, le côté pimper, c'était un peu ça. C'était récupérer du son un peu bof à la base et de le rendre à peu près un peu plus joli, plus présentable et plus agréable à écouter. Ben, ça, on va en parler parce que c'est pas toujours évident. C'est même des fois quasiment mission impossible. Toi, tu as un studio, hein. Toi, tu as créé une structure, ou comment ça marche? Alors, moi, j'ai mon studio, mais virtuel pour l'instant. C'est vraiment du travail à distance, du mix, parce que moi, je suis équipé, mais j'ai pas encore de lieu d'accueil. Ça sera la prochaine étape. Je sais pas si tu veux qu'on y revienne plus tard ou pas, mais voilà, le but pour l'instant, c'est de diffuser mes bonnes ondes un peu sur tous les podcasts sur lesquels je peux participer à distance. Et voilà, après, à terme, créer un lieu physique pour pouvoir faire de l'enregistrement, de la formation et rendre ça aussi un peu plus accessible. Et donc, à plus grand monde, quoi. Le nom de ta structure, ça s'appelle Station Whoosh et c'est pour l'instant du virtuel, mais c'est en fait finalement ton studio virtuel à toi et c'est par cette structure que tu fais tes contrats ou que tu fais tes mandats ou des choses comme ça. C'est ça. Pour l'instant, je suis quasiment tout le temps tout seul, mais ça m'arrive de faire participer un peu du monde. Et du coup, j'avais créé un petit peu ce nom-là aussi pour déjà donner une image autre qu'un individu, parce que tout le monde se présentait en tant qu'individu un petit peu, et que j'avais quand même comme mission pas de créer une philosophie, mais d'appliquer ma philosophie du son, comme tu parlais, de travailler le son comme une matière. Et l'idée à terme, c'est vraiment que le Station Whoosh, ce soit un gage de qualité avec des gens qui partageraient ma vision un petit peu des choses, quoi. Parce que on peut en parler justement. Ta vision, si je l'ai bien comprise, c'est quand même quelque chose d'assez pointu là. On rigole pas avec le son, on rigole pas avec le mixage. Bon, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai le sentiment que tu es quelqu'un d'extrêmement méticuleux. Oui, non. En fait, méticuleux, oui, parce que tous les ingé sons, on est plus ou moins comme ça, sachant que je viens quand même de l'audiovisuel et de la fiction à la base, et que là c'est vraiment poussé à l'extrême, c'est-à-dire que les types ils ont des rouleaux de tapis pour pas qu'il y ait de bruit de gens qui marchent, ils mettent des tampons sur les talons des femmes pour que ça fasse trop de bruit, ils mouillent les papiers de feuilles journaux pendant les films pour pas que
que ça fasse du bruit, donc ils sont vraiment psychopathes à fond. Donc on vient un petit peu de là au niveau de notre formation, on a été formé comme ça. Mais donc voilà, après il y a l'extrême encore au-dessus, ce sont ceux qui travaillent en studio de musique, ou alors eux c'est vraiment au millimètre près, c'est du son ultra léché. Et moi je suis plutôt entre les deux parce que le podcast se veut quand même assez démocratique. Il faut que ce soit accessible à tout le monde. Je travaille pas tout le temps avec des professionnels qui ont du matériel parfait, des environnements parfaits. Donc le but c'est d'avoir une méthodologie qui fait qu'on va avoir le meilleur son possible avec les moyens à disposition. C'est plutôt ça. Et c'est quoi ta clientèle type? C'est quoi le genre de personnes avec qui tu travailles? Principalement, moi, je travaille avec des personnes qui elles-mêmes vendent du podcast à des entreprises. C'est le gros du projet. Elles se sont associées d'ailleurs. J'avais 2 clientes principales qui se sont associées récemment, donc Cindy René et Mélanie Young, qui ont fondé Phonemic. Donc je travaille principalement avec elles. Donc, elle s'occupe de toute la partie démarchage et d'aider le client à créer le concept. On peut avoir des discussions des fois en amont aussi sur la forme, voir comment régler ça techniquement. Et moi, je supervise un petit peu le tout techniquement et je m'occupe après du montage, du mix, de la diffusion, quoi. Et donc ça, c'est vraiment le client principal. Après, j'accompagne aussi des podcasteurs qui sont à leur compte, qui le font eux-mêmes, leur podcast pour eux, pour leur entreprise. Où là, je vais créer l'univers sonore du podcast. Je vais ensuite les briefer pour avoir des bonnes méthodes d'enregistrement, gagner du temps sur la post-prod et après récupérer la post-prod pour faire ça proprement et rapidement, quoi. Donc, c'est assez varié. Tu commences presque au stade de la réalisation, là, parce que je t'entends, tu parles de montage. Alors, pas vraiment. Je délègue le côté éditorial, je le délègue dans le sens où, on va dire que ça ne m'intéresse pas des masses, dans le sens où, il faut quand même être au courant des sujets, que ça prend du temps et que moi, je suis plus du genre à traiter beaucoup de podcasts en même temps et d'enchaîner les post-prod. Et que ce temps-là de réflexion, de construction sur le podcast, c'est pas mon métier pour moi. En cinéma, on a des réalisateurs qui le font et nous, on est vraiment techniciens. Et je veux garder un petit peu cet état d'esprit-là du cinéma de chacun à son poste, chacun a vraiment une valeur à ajouter, à apporter au projet, quoi. Et j'aime pas le côté où on fait tout, réalisateur, où on fait l'enregistrement, le mix. J'aime pas trop cet aspect-là qui arrive aussi en vidéo. Et voilà, j'essaie de m'en éloigner, de garder des compartiments pour avoir un truc vraiment plus qualité dans toutes les étapes du process, quoi. Plus structuré. Ouais. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui font du podcast, et en France en particulier, mais un peu partout, mais en France, beaucoup quand même, qui font du podcast de A à Z, c'est-à-dire qui se lancent, qui font leur prise de son, qui montent, qui réalisent. Comment tu juges ça, toi, finalement? Il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est l'entrepreneur qui veut se mettre en avant via son podcast, mettre son entreprise ou ses compétences en tant que freelance via son podcast. Il n'a pas forcément les moyens de prendre un studio. Surtout qu'il n'y a encore pas beaucoup de monde qui, comme moi, font des tarifs adaptés vraiment au podcast. C'est-à-dire qu'au départ, c'était les vrais studios d'audiovisuel, des vrais studios son, calqués sur les tarifs de télé. Donc, c'était pas du tout dans l'économie podcast, quoi. Donc, ils n'avaient pas trop d'autres... fou pour le podcast, ouais. C'est tienné presque à 1 000 € la journée, donc ça n'a aucun intérêt pour du podcast, quoi. Donc, du coup, ils n'avaient pas le choix de le faire eux-mêmes, quoi. Donc, ils sont rentrés, ils ont fait des formats. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le format, j'appelle ça open mic, de conversation, quasiment pas coupé. Ils parlent pendant 1 heure, ils laissent tout dérouler. Ça s'est démocratisé parce que, techniquement, quand tu n'es pas habitué à monter, tu perds trop de temps à le faire. Donc, ils sont partis, ils ont envoyé. Ce qui compte d'ailleurs dans le podcast, c'est ce que tu as à dire et mettre en avant ta personnalité. Donc, les micros, 2 micros, boum, on envoie et voilà. Donc, j'ai pas de réticence envers ça. Disons que je pense que c'est un format qui est bien parce qu'on n'est pas calibré par des tranches de diffusion comme à télé. On doit avoir du 26 minutes, du 52, des trucs de telle heure, on vise telle cible. Chacun vise le public qu'il a envie de viser en étant lui-même. Donc après, chacun adapte, s'il a envie de se lancer, qu'il a besoin d'être autonome et de faire ses épisodes vite, il va faire ses épisodes vite tout seul. Il va monter, ça sera ce que ça sera. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Des fois il va se faire aider, c'est pas forcément mieux. J'ai entendu des gens qui se font aider et c'est pas forcément plus clean pour autant, juste ça leur fait gagner du temps, mais c'est pas fou non plus. Et d'autres qui vont venir chercher des gens plus spécialisés, où on va faire un travail de mix plus poussé, qui demande un peu plus de temps, un peu plus de finances. Mais l'auditeur, je pense pas qu'il soit en recherche encore à l'heure actuelle forcément du meilleur son tout le temps. Il cherche vraiment le contenu. Tu penses pas qu'on est un peu quand même en train de passer, un peu comme YouTube, qui était très 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 amateur et qui devient de plus en plus professionnel. Je crois pas qu'on est en train de prendre cette direction un peu quand même dans le podcast? Ouais, complètement. Je pense que c'est le cycle. Les vidéos étaient devenues très pro des YouTubeurs jusqu'à ce que TikTok arrive et c'est redevenu de la merde. Donc le podcast là ça va se reprofessionnaliser parce qu'on est sur une tranche, c'est quand même des chefs d'entreprise la plupart qui font ça, qui se mettent en avant pour vendre du produit derrière, pour faire du commerce.
Donc ils ont besoin d'une belle image, donc ça va le faire. Et on verra si après ça redevient un peu plus à l'arrache. Mais oui, ça se professionnalise. Et puis le matériel, les fabricants ont aussi sorti plein de matériel qui permet d'enregistrer quand même facilement et de qualité correcte à des prix quand même qui sont plus abordables que ce qu'il y avait il y a quelques années, quoi. Ouais. Ceci dit, un micro correct, ça coûte 100 €. Le Blue Yeti, il existe depuis je sais pas combien de temps. D'autres micros qui... Ouais, après le Blue Yeti, c'est... je suis pas grand fan moi du Blue Yeti, mais je sais pas si tu vas aborder cette étape des micros maintenant, mais on va en parler. je suis pas un grand fan de ces micros filtrés. Tu dis, je suis rien contre les gens qui se lancent avec un micro et puis vas-y, mais au fond, quand on va rentrer dans le détail, je pense quand même que... Mais... Non, ok. Oui, j'encouragerais pas les gens à partir de moi-même. Si tu me demandes, j'encouragerais pas à partir tête baissée sans être accompagné un minimum ou supervisé. Donc un podcast qui commence avec un iPhone, pour toi... Pour moi, c'est pas la bonne solution, mais je comprends la démarche, on va dire. Tu vois, je suis pas dans le streak à dire ils font de la merde, il faut pas les écouter. Je comprends la démarche. Ils ont besoin d'exprimer, il faut que ça sorte, ils y vont, donc pourquoi pas. En même temps, on sait bien que, et ça c'est important que les gens quand même l'entendent aussi, qu'on leur dise, c'est que si tu te lances aujourd'hui avec un podcast que tu enregistres directement sur ton iPhone avec tes écouteurs d'iPhone, les gens vont vraiment entendre la différence parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui commencent à être faits non pas de façon professionnelle, mais de façon plus sérieuse, avec du matériel plus solide. Et moi, j'ai l'impression, j'entends beaucoup dire, ou je lis beaucoup de gens qui disent, au bout de 3 minutes ou 2 minutes, j'ai décroché parce que le son était pourri. Je pense que j'ai l'impression que ça devient quand même un élément ça le deviendra dans tous les cas. C'est la force, par la force des choses, ça le deviendra. Plus il y a de choix, plus les premières secondes d'écoute vont être importantes. Et si on a mal à la tête dès le début parce que la musique, elle monte trop fort d'un coup, qu'on doit remonter le son après parce qu'on n'entend plus la voix, de suite, les gens ils vont décrocher. Le podcast, ça s'écoute beaucoup. Ouais, rien que par exemple, les gens qui démarrent, c'est des gens qui ont fait une intro préenregistrée, puis t'entends l'intro préenregistrée, et derrière, la personne réattaque son podcast, et t'entends que la voix est pas prise avec la même... Ça peut rien avoir. C'est ça. Bon, rien que ça, déjà... Il faut faire le jingle par un pro aussi. Il faut faire le jingle par un pro qui a une vraie voix de radio, du coffre, un truc, et puis après, ça redémarre, et que leur voix de canard dans le micro tout pourri, ouais. C'est ça. Donc, ça, quand même, c'est des éléments qui... Tu sais, c'est des gens... Tu sens que les gens essayent de faire un peu mieux que de partir à froid avec leurs propres idées à eux, mais en même temps, c'est pas toujours évident. Justement, c'est quoi pour toi c'est quoi pour toi le setup là, la base de matériel minimum pour quelqu'un qui veut faire du podcast? Ça c'est toujours la question existentielle. Tu te l'as fait poser souvent? Tout le temps. Sur tous les groupes que je peux suivre un petit peu, ils te posent toujours le truc, tout le monde y va de son beau conseil, mais en vrai, il y a pas de... J'ai envie de dire, il y a pas de règle. Tout dépend de ce que tu vas faire, parce qu'il y a différents types de podcasts. Tu peux faire des entrevues comme tu fais, tu peux faire des podcasts où tu parles seul, des trucs que tu vas aller faire en extérieur, donc tu vas pas utiliser forcément le même matériel. Ce qui est important, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux du matériel idéal pour ce que je fais? Est-ce que je veux un truc modulable pour pouvoir, parce que je sais pas encore ce que je veux faire? Est-ce que j'ai les moyens de mettre des sous maintenant? Est-ce que j'ai pas du tout les moyens de les mettre, que je les aurai plus tard, que je préfère commencer avec un truc vraiment pourrave, histoire de me faire à la main et après de lâcher les sous au moment où je suis prêt? Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, moi je crois pas que ça vaut le coup. Je crois pas que ça vaut le coup de commencer avec du matériel pas très bon en se disant après je vais avoir du bon matos. C'est un peu comme si... C'est ce que je pensais jusqu'à ma dernière collaboration avec la Briqueterie, qui est une sorte de coworking sur Marseille, qui font aussi de la com, etc. Donc je suis allé les rencontrer, elles avaient acheté du petit matos, un petit micro qu'ils ont payé, je sais pas, même pas 50 balles je crois, tu vois. Mais bon, ils avaient pas le temps d'acheter autre chose pour faire les essais. J'ai dit écoute, on va essayer avec, on verra bien. De toute façon, je sais que je peux rattraper les trucs. Et au final, le son du micro à 50 balles, il est sorti, mais vraiment propre, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai même pu le travailler pour le rendre plus joli. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont tombés bien, parce qu'il y a d'autres qui vont pas le faire. Mais là, ils sont bien tombés, et du coup, ils sont appliqués quand même à travailler l'acoustique, tout ça. Et tu vois, ils sont appliqués à faire les choses bien. Mais le micro lui-même, au final, celui à 50 balles que j'avais des gros doutes au début, il s'est avéré être nickel. Sauf que je relève quand même ce que tu dis. Les conditions de prise de son étaient bonnes. Et ça, c'est essentiel, parce que quand tu enregistres de la mauvaise qualité, c'est pas facile de rattraper le coup derrière. Puis 2, oui, elles ont commencé avec un micro bas de gamme ou entrée de gamme, mais derrière, il y a un ingénieur du son, toi en l'occurrence, qui a fait un gros travail
travail d'amélioration du son. Donc au final, l'investissement, il a été mis quand même. Donc ce que je veux dire... J'ai pas fait un si gros travail que ça. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai pas eu, contrairement à certains micros, j'ai pas eu à galérer pour rendre le son propre. C'est-à-dire que le son est sorti déjà propre. J'ai juste eu à faire une EQ pour améliorer les points positifs du micro, à l'embellir et surtout à rajouter un peu du grave pour avoir du timbre que tu n'as pas forcément sur des micros bas de gamme, tu ne l'entends pas mais il y est en fait, tu peux le remonter derrière et donc voilà, c'est surtout ça qui était intéressant et donc au final ça l'a fait sans problème, tu vois, et on va pouvoir continuer ce podcast là avec ce matos là. C'est pas la peine de faire plus parce que il n'y a pas besoin de faire plus pour faire ça. Donc au fond, la solution, si tu veux commencer avec du petit matos, c'est éventuellement de faire appel à quelqu'un derrière qui va t'aider pour améliorer la qualité. Exactement. Mais ça coûte cher, non? Ça coûte combien, ça, sans entrer peut-être dans des détails horaires, mais... Pour faire de l'accompagnement, juste l'accompagnement, Ouais. si j'ai pas à faire la post-prod derrière, c'est-à-dire aider à choisir le matériel, à faire ça, je fais des formules à 150 €. Ouais, c'est raisonnable, hein? C'est ce que j'essaye de faire. 150 €, là, je mets pas les mains dans la machine. Tu m'appelles, on discute, je te fais une liste de différents types de matos en fonction du budget que tu as. Tu choisis, je te donne 2-3 conseils pour l'utiliser une fois que tu l'as reçu. On fait ça en 2 sessions à peu près. Et après, tu te débrouilles plus ou moins. Tu vois, je suis toujours là s'il y a besoin de temps en temps. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Donc là, déjà, tu peux te lancer. Voilà. Et après, si tu veux en plus une formation de post-prod, de montage, etc., là, on rajoute 150 € et voilà, 300 bahts, tu as le kit complet, tu peux te débrouiller tout seul. Donc toi, tu fais une formation post-prod montage, puis il faudra que tu nous expliques c'est quoi post-prod montage pour les gens qui justement, qui savent pas forcément. Tu offres une formation à 150 €. Oui, alors généralement, ça va en complément de celle de l'investissement matériel parce que si tu n'es pas équipé, etc. Ça vient avec. Ouais, voilà, c'est la suite logique. La première étape, c'est que le matos. Et si tu es un peu débrouillard, comme certains qui font déjà un peu de la musique, qui savent utiliser les logiciels de son ou des monteurs images, tous ceux qui savent un peu bidouiller peuvent se débrouiller rapidement tout seuls. Honnêtement, c'est pas compliqué. Ça sera pas un podcast d'une qualité audio exceptionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Comme ce que tu peux faire quand tu fais tes reportages, comme sur la French ou quoi, où là tu as vraiment un son qui, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un jean des radios. Ils n'arriveront pas à ça, mais ils auront un truc qui sera homogène, qui se réécoutera facilement et on n'enlèvera pas l'écouteur au bout de quelques secondes. Ouais. Et après, tu n'as pas d'autres investissements à faire de plus. Et ça m'est arrivé de former des personnes qui étaient un petit peu âgées, qui ne comprenaient que dalle en informatique. Et on va les faire bosser sur Audacity, on va aller sur vraiment du basique, tu vois ce que je veux dire? D'autres qui sont un peu geeks sur les boards, tu peux vite passer à Reaper et leur expliquer rapidement comment ça marche un compresseur. Je leur fais des presets de réglage de compresseurs ou d'équaliseurs. Ils ont juste à importer pour leur propre voix, vu que ça ne bouge pas en général, qu'ils enregistrent au même endroit. Donc ils ont juste à réappliquer le filtre. Et comme ça, à la longue, ils ont toujours le même son. Tu vois, des petites méthodes comme ça que tu peux pas faire sur du truc de gros ou sur des vidéos, par exemple. Tu es obligé d'être avec la personne, de prendre le temps et chacun va aborder les trucs différemment. On peut configurer le logiciel de façon différente en fonction de comment on le sent aussi. Donc je pense qu'il faut plutôt encadrer les personnes que de dire voilà, il faut faire comme ça, un point c'est tout, parce qu'en vrai, je pense que même tu prends n'importe quelle autre ingénieur, il va pas forcément travailler comme moi, même avec la même formation. On va tous travailler plus ou moins différemment. Donc toi, tu dis pas le kit de base pour faire du podcast, c'est ça, ça, ça et ça. Il t'a pas de kit... Non, jamais Ouais. je dirais ça. Je fais vraiment des recherches en fonction déjà du budget, parce qu'il y en a qui ont les moyens, qui peuvent lâcher du gros matos d'entrée ou du truc d'entrée de gamme d'entrée parce qu'ils ont les moyens, qu'ils ont envie de faire propre, d'autres qui n'en ont pas du tout ou qui n'ont pas envie de les mettre forcément de suite, qui vont s'enregistrer dans des conditions confortables chez eux sans jamais bouger pour faire que du truc à distance par exemple. Donc tu n'as pas besoin d'avoir forcément un micro de fou non plus parce qu'en face les gens ils vont voir que des sons dégueux parce qu'ils ne seront pas tous équipés. Donc si toi tu as un Neumann à 3000 €, que tu as un son de malade mais qu'en face le chip il est avec le son de C'est l'ordi encore brut, pire. C'est encore ça- pire. Ouais. voilà, donc il vaut mieux Ouais. un truc un peu équilibré, tu vois. Et ça, c'est en discutant avec la personne que tu sais ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va avoir. Voilà, il y en a qui veulent aussi après sortir dehors. Donc là, oui, le zoom, il va être plus indispensable parce que tu vas pouvoir faire des sons d'ambiance, etc. Il y en a qui vont vouloir faire des trucs à plusieurs. Donc là, tu as le P4 ou le Rodecaster qui va être plus utile. Donc c'est vraiment en fonction de ce que tu veux faire sur le moment ou si tu as une vision à long terme que je vais te conseiller du matériel. Mais il n'y a pas de... Donc, mais disons que je vais aller chercher un peu tes ressources là, puis on va faire sans aller trop loin, mais disons que je veux faire un podcast où je vais aller discuter avec des gens dans la rue, en extérieur. En gros, tu me conseilles quoi si tu devais me donner 1 ou 2 conseils matériels? Alors là, du coup, comme je te disais, le zoom, il semble assez indispensable parce que les 2 micros stéréo de devant, ils sont vraiment jolis. Autant les préamplis du zoom, Donc tu parles d'un zoom H4, H5 ou... les zooms H4, H5, H6, peu importe. Voilà, j'aime pas le zoom dans les préamplis. Donc ce qui donne de l'amplification du micro, qui va donner le niveau de ton micro, parce qu'il manque un peu de patate et ils sont
on va dire un peu plats. Ils rendent pas le son plus joli, ils sont un peu plats. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais les deux micros stéréo de devant, par contre, sur des sons forts, dès qu'il y a un peu de bruit, qu'il y a du truc vivant, ils sont vraiment très jolis, ils ont du détail, ils sont bien. Donc prise de son en extérieur, le zoom. Pour les ambiances, mais pas que, parce que moi, je conseillerais de prendre une bonnette, tout simplement. Il y a des bonnettes qui sont avec pistolet, pas obligé que tu le mets sur perche. Donc c'est les cages, on appelle ça les cages à micro. Et de prendre un micro canon, par exemple, un micro directif comme on utilise en reportage, et tu vas le tenir avec ta bonnette en pistolet. Et là, quand tu vas pointer la personne, tu vas vraiment avoir que la personne quasiment avec juste du bruit de fond derrière. Et tu vas avoir un son vraiment détaillé. Et voilà, ne pas prendre un SM58 pour de l'extérieur, par exemple. C'est pas conseillé. Un SM58 est un micro qui est plus destiné à la voix. À la voix, au chant, d'ailleurs. Par exemple, je déconseille les SM58 aux personnes qui sont un peu timides, qui ont des petites voix. Parce que du coup, ils vont devoir pousser sur les préamplis et ça va rajouter du souffle et le micro, il va pas bien sonner. Alors que quelqu'un qui va parler fort de façon dynamique dedans, là, le micro, de suite, il va prendre un autre son, en fait. Le son va être différent et ça va être joli. Donc, il y a aussi la voix de la personne. Un homme, une femme, une voix grave, une voix aiguë, un anglais, un français. Parce qu'il y a des micros qui sortent super bien sur les voix anglais, moins sur les voix françaises. Tout ce qui est Rode, tu testeras. La plupart, je conseille aussi des comédiens voix. Et il y en a plein qui ont changé leur Rode. Parce que c'était des femmes avec des voix médiums et avec des sifflantes renforcées. Et le Rode sur ça, il est horrible, il fait un son métallique. Dès que tu veux filtrer un peu les sifflantes ou les bruits de bouche, il y a un côté métallique qui ressort. Alors que tu vas prendre sur un homme anglais de la quarantaine avec une bonne voix de radio. Là, le Rode, il va être impeccable parce qu'ils l'ont travaillé pour les fréquences un peu américaines. C'est une marque américaine. C'est vrai qu'il a une grave qui est plutôt jolie pour le prix, tu vois. Et voilà, sur une grosse voix, il va sortir bien. Alors que sur une voix de femme un peu médium, il va être un peu métallique, il va pas être agréable. Alors que c'est un bon micro qui a de bonnes notes, hein. Je dis pas que c'est un mauvais micro, mais il va pas être adapté à tout le monde. C'est drôle ça, j'avais jamais identifié ça. Et c'est vachement intéressant ce que tu dis là parce que au fond, ce qu'on comprend, c'est que quand tu lis un essai, un test micro, etc., on rentre jamais dans ce niveau de détail-là. Au fond, le micro, c'est vraiment comme un habit que tu vas acheter à ta taille avec tes. Non mais c'est intéressant parce que et ton conseil, honnêtement, prendre 2 heures ou 1 heure avec toi pour discuter de l'achat de son matériel à l'avance, c'est un super bon investissement quand on y pense parce que bon, un prix de micro, ben oui, ça commence à 100 euros ou ici $120. Tu sais, t'as des micros d'entrée de gamme. T'as le Blue Yeti que t'aimes pas trop, mais t'as des Rode, t'as d'autres micros à ce prix-là. T'en as même moins cher, ceci dit d'ailleurs. Mais tu sais, si tu fais un mauvais achat pour toi, pour ta voix, que tu l'as payé même une centaine de dollars ou d'euros, bah c'est pas un bon achat parce que finalement, s'il te correspond pas, tu t'en apercevras peut-être même pas d'ailleurs. Ben c'est ça, avec le temps, tu vas t'en apercevoir parce que tu vas te dire, tiens, j'ai le son, j'arrive pas à régler ce souci-là. Les S, surtout, c'est surtout le problème, nous, avec les Français, c'est les S. On va avoir certains micros qui vont vraiment les renforcer. Et du coup, quand on écoute le podcast, il fait des très très fort tout le temps. Et même avec des JSR, on est obligé de les mettre forts, mais du coup, ça va casser l'aigu. On a du mal à équilibrer tout ça, tu vois. Donc, et ça vient principalement du micro, ouais. Et aussi de sa position dans le micro. C'est ce que je dis tout le temps. Tu vois, là, j'ai un micro qui est donc c'est un Octava. C'est des micros qui sont plutôt faits pour être perchés ou pour enregistrer des instruments, pas vraiment pour faire de la voix. Donc, si je m'éloigne un peu, je vais quand même avoir un timbre sympa. Mais si je me rapproche un peu du micro, mais que je parle moins fort, là, je vais de suite avoir un timbre un peu plus radio, un peu plus chaleureux. Et donc, en fonction de ce que je veux donner dans mon podcast, la position du micro, en fonction du type de micro, ça va aussi changer la voix et le rendu de la voix. Ouais, effectivement. Puis les gens, c'est important aussi à prendre en compte. Si tu achètes un cardioïde ou un super cardioïde, tu vas avoir un type de son particulier. Mais par contre, si tu t'éloignes un tant soit peu de l'angle de captation du micro, mais tu vas perdre énormément. Voilà, avec un SMI Canon, comme je te disais tout à l'heure, en extérieur, par exemple, tu vas pouvoir être un peu éloigné des personnes pour pas leur mettre le micro dans la bouche et tu entendras très bien. Le micro que j'utilise en tournage pour de la fiction, je peux être à 1 mètre, 2 mètres, j'entends bien la personne, quoi, sans problème. Alors, on revient sur un petit conseil de tournage extérieur. Donc, tu dis un zoom H4, H5. Dans la bonnette pour pouvoir mettre les protections anti-vent, surtout quand il y a du vent. Et là, tu as l'abri de tout, en fait. Avec une bonnette. C'est surtout ça. Ok. Puis si j'enregistre, je suis dans un bureau, j'enregistre un podcast un peu comme on est en train de faire, un podcast de conversation à distance. C'est quoi la base, selon toi? Alors, j'aime bien la gamme Shure là, qu'ils ont sorti pour le podcast, les SM7, c'est ça?
SM7, Le SMV7. j'ai du mal parce que les micros, ils ont toujours des noms de droïdes de Star Wars et j'inverse toujours les numéros, je m'en sors jamais, j'ai toujours besoin d'aller sur Google, de taper le nom du micro. Mais voilà, les Shure qu'ils ont sortis, toute la gamme, il y a les hauts de gamme qui sont un peu chers, qui sont même utilisés par des comédiens voix, et les autres qui sont un peu moins chers et qui sont drôlement efficaces, je trouve. Ils ont l'avantage de ne pas être des larges membranes dans le sens où tu n'es pas obligé d'être collé devant. Du coup, tu peux les mettre un peu plus loin et ça enlève un peu les bruits de bouche qui sont assez gênants. Quand tu traites du podcast, de devoir à chaque fois décliquer, etc. Donc, ils ont ce côté-là. Pour des conversations, c'est bien. Après, si tu es seul... Est-ce que tu leur mettrais un anti-pop aussi Toujours un anti-pop. Là, je l'ai sur le micro aussi. À part quand tu as une bonnette... Tu conseilles de mettre toujours le filtre anti-pop. Ah ouais. C'est indispensable. Ça te permet... Systématiquement. Ouais, ça te permet de te rapprocher. Voilà, c'est... À part sur les micros dynamiques, parce que là, tu peux pas, parce que souvent, tu les tiens à la main. Ou alors, s'il est sur pied, ton micro dynamique, tu peux mettre un anti-pop aussi. Oui. Mais un, voire deux, des fois, ça peut arriver. Ça nous arrive en studio de travailler avec 2 anti-pop. Et j'ai même ce que je rajoute, moi. Là, ce que je rajoute, le petit truc important, ça coûte pas très cher. Je vais te le montrer là. Alors, pour ceux qui écoutent, c'est compliqué. Mais tu vois, c'est des petits carrés de mousse comme ça que tu cales derrière ton micro. Et en fait, ça bloque la résonance des pièces. Et c'est ultra efficace. Tu le mets juste derrière le micro et ça va bloquer la reverb, les bruits extérieurs. Ça va vraiment isoler le son sans altérer la voix. Et tu vois, là, moi, je suis dans une grande pièce qui doit faire presque 30 mètres carrés. Tu vois, c'est pas du tout un studio acoustique, c'est pas traité du tout. Et je sais pas ce que ça donne le son, mais il n'y a pas énormément de résonance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, quasiment pas en fait. Et tu vois, c'est drôle parce que moi, j'avais ici au Québec, on dit patenté, j'avais bricolé un truc. C'était une sorte c'était avec des grands cartons, c'est des trucs des cartons plastifiés. J'ai collé dessus de la mousse anti-isolante, tu sais. Et puis, j'ai fait comme une sorte de carré comme ça que je posais sur mon bureau. J'en ai vu plein des comme ça. Écoute, ça donnait un son studio là qui était fou. Les gens me disaient ah mais t'es dans un studio. Je disais non, je suis sur mon bureau. Ils en vendent des toutes faites de boîtes comme ça aussi qui sont plutôt pas mal. Ça coûte cher, ça coûte 2000 balles, 1500 balles. Mec, avec des mousses acoustiques, ça coûte vraiment rien. Tu les prends sur internet, là sur les sites exprès. Exact. Ça coûte pas très cher. Et oui, tu peux te fabriquer des cartons comme ça. Le seul défaut que j'ai moi avec ces cartons, si tu fais de la conversation par exemple, c'est que si tu n'as pas ta tête dans le carton, tu vas vite entendre les variations. Alors, quand tu fais tes reportages comme tu as pu faire toi, voilà, tu as le son qui est nickel, etc., ça bougera pas. Mais quand je discute avec toi, que je suis un peu de 3/4, le son, il va varier. Donc, le carton, c'est cool. Quand tu fais de la voix off, ta narration, tes intros d'épisodes, par exemple, tu peux enregistrer plus près du micro avec un gain réglé différemment pour avoir un son plus grave, plus présent sur ton intro. Et après, une fois que tu bascules dans la conversation, prendre un peu de recul pour garder un peu du naturel dans le son aussi. C'est important le naturel dans le son. Et justement, à propos de naturel, tu parlais tout à l'heure du Shure, du MV7. Je l'ai beaucoup utilisé, mais je trouve quand même qu'il est... À terme, j'ai eu l'impression qu'il manquait un peu de gain, tu sais, qu'il manquait un peu de punch. Tu l'utilisais avec quoi comme gain d'entrée? Direct en USB? Non, avec un PodTrack P4. Ah, Ou avec mon H5. Ouais, mais voilà, c'est après ampli du zoom. Donc oui, ça va manquer. Ben oui, mais c'est là que je voulais t'amener, c'est que le micro, c'est une chose, mais derrière, il faut avoir le bon combo, là, il faut avoir le bon kit qui t'aide aussi à avoir un bon son. Parce que le micro, il fait pas tout seul. Alors, tu as 2 solutions. Sur ces micros-là, qui sont aussi micro USB, au final, tu le branches en direct en USB, tu auras moins ce souci-là. Parce que du coup, tu vas avoir ton signal qui va être converti plutôt en numérique. Et après, tu vas rajouter du niveau en numérique. Donc, tu vas pas forcément rajouter... Tu rajoutes du gain. Voilà, tu vas rajouter du gain. Tu vas pas forcément rajouter du grain. C'est-à-dire de ce qu'on cherche dans la voix, le côté un peu rond. Tu vois, moi, là, j'utilise une vieille mixette analogique et je sais pas si tu entends dans le grave. Il y a un truc qui se passe, tu vois ce que je veux dire, et pourtant c'est un micro qui est pas haut de gamme, c'est pas un large membrane, mais cette mixette elle transforme n'importe quel micro, voilà, bon ça se fabrique plus depuis les années 2000 je crois, hein. Mais j'utilise encore de temps en temps comme ça pour le plaisir parce que j'adore le son qu'elle fait, voilà, donc oui, des préamplis comme ça, c'est de l'analogique, c'est des composants qui vont faire moduler ton signal et qui vont rajouter des choses dans certaines gammes du spectre et qui vont arrondir. Donc ton micro, ton SM, tu peux le brancher sur une Scarlett, ce qui se vend le plus, ou les Motu, les petites cartes son entrée de piste qui sont pas très très chères et qui font un son correct. Et de suite, il va pas avoir la même gueule, quoi. Même sur le Rodecaster, je pense que ça sera mieux. Ouais. Ben là, j'ai acheté le Rodecaster, puis j'avoue que c'est quand même une très belle machine. Surtout, ce qui est intéressant avec le Rodecaster, c'est que t'as quand même tous les avantages d'une platine pour bien enregistrer à la maison, mais c'est portable. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est que tu la transportes.
Tu peux enregistrer directement dessus avec ta mini carte SD. Honnêtement, c'est vraiment une solution C'est assez top, hein. incroyable. Et tu as les pads aussi Ouais. pour envoyer des jingles ou Ouais. des extraits. Ouais. Quand tu veux faire écouter des extraits pendant ton interview, ben hop, tu les enregistres à l'avance, tu les numérotes, extrait 1, boum, tu envoies le truc. Donc ça te permet de faire vraiment des émissions de radio, de réaliser en direct. Non, c'est une belle machine. Je l'ai jamais eu en main vraiment parce que j'ai pas eu l'occasion. Je voulais pas en acheter une juste pour la tester et la renvoyer. Enfin, ça me prend vite la tête ce genre de truc. Je serais capable d'oublier de la renvoyer, de me la garder sur le dos parce que moi j'en ai pas besoin personnellement quoi. Mais j'avoue que c'est un bel outil pour Ouais. ceux qui font des plateaux podcast et c'est pas mal. Mais je pense que tu devrais l'essayer parce que pour la conseiller à Je tes l'ai clients, essayé pour à avoir distance. un point à J'ai déjà donner. formé un gars Ah ouais. qui l'avait acheté Ah ouais. et donc on avait mis la webcam et je regardais un peu les réglages avec lui et je disais un peu comment le régler. J'avais pris la notice sur internet et donc j'ai vu un peu comment. J'ai pas eu juste le rendu vraiment audio de ces préambles comme je pourrais le tester moi, mais j'ai vu un peu comment ça Ouais. fonctionnait. Voilà. Et je la conseille selon les plateaux qu'il y a à faire. C'est vraiment pas mal, mais c'est quand même une grosse machine, c'est-à-dire pour en avoir l'utilité. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais qu'un podcast, c'est peut-être un peu gros. Le P4 de Zoom, il est peut-être plus intéressant Ouais. pour ça. Il fait à peu près la Ouais, même ouais, je suis chose d'accord. avec moins, en moins, tu vois ce que je veux dire? Mais il est quand même pas mal. Oui, c'est vrai. Et en plus, le P4, il est portable parce que tu peux mettre des batteries dessus, des piles dessus. Ceci dit, bon, tu manges un jeu de piles en quelques heures d'enregistrement. Et surtout, dans le froid, nous, ici au Québec, on a un vrai problème, c'est avec le froid. Quand tu enregistres en extérieur et Ouais, ça qu'il se fait tombe moins vite. 20, hein, Mets du cellophane. du cellophane. Mets du cellophane dessus. Ah, Tu ouais. mets du cellophane sur ton enregistreur. Ouais, nous on faisait ça quand on tournait de nuit en forêt, ouais. ça nous est arrivé, les piles elles tombaient comme de la merde. Et puis un vieil régisseur un jour qui nous a dit non mais mets du cellophane dessus. Du coup on se partait avec nos rouleaux de cellophane, on entourait les piles quand on tournait pas. Et celles qui tournaient, on en mettait autour des enregistreurs et elles tenaient un peu plus longtemps. Ah ouais, bon ben voilà, alors on donne le conseil à ceux et celles qui enregistrent au Québec dans le froid, puisqu'en ce moment on est là, on est rendu là, donc mettez du papier cellophane, c'est-à-dire en fait papier transparent autour de votre machine et autour de vos batteries, là ça va vous aider. Il faut les garder dans les poches intérieures des manteaux, c'est ce qu'ils font les caméramans pour les batteries de caméra, ils les gardent dans les poches intérieures au chaud pour éviter qu'elles se déchargent. Bon, alors si on continue un peu sur le côté technique là, toi quand tu fais on parlait tout à l'heure du mixage, quand on parle de ça, on parle de quoi? Parce que les gens, je pense que les gens ont besoin aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe en post-production, en post-production. En post-production. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi les tours de magie que vous mettez sur le son pour que ça change comme ça? Alors, idéalement, l'ordre d'une post-prod. Donc, une fois qu'on a récupéré les rushs, il y a ce qu'on appelle donc le montage, où on va sélectionner les passages. Ça, c'est plutôt mes clients qui le font. Ils sélectionnent les passages à conserver, à garder, l'ordre, etc. Donc, je remets tout dans l'ordre si ça s'inverse. Ensuite, dans le montage, il y a tout ce qui est la coupe des fichiers, c'est-à-dire enlever des fois des bruits de bouche, des hésitations, des respirations. Alors, la technique pour les respirations, des fois, on peut pas trop les enlever, mais si on coupe avant, qu'on rajoute un fade d'une certaine forme jusqu'au début du mot, on va l'atténuer suffisamment pour qu'elle soit agréable à écouter, qu'on n'ait pas des très forts dedans, des trucs comme ça, tu vois. Quand c'est trop fort, on peut couper, mais des fois, au milieu des mots, c'est pas cool de les couper parce que ça casse un peu le rythme et ça fait des blancs, c'est un peu spécial. Le fade, c'est une bonne idée quand il n'y a pas trop de bruit de fond. Ça s'entend à l'oreille qu'on en retirait un truc quand il n'y a rien du tout, oui. on enlève Par contre, quand une tu mets le fade que tu l'entends à peine, là de suite ça c'est plus agréable, tu vois. Donc c'est cette partie là où on va découper à la main les morceaux qu'il faut pas garder, le rythme surtout. Le gros travail dans le podcast c'est le rythme, enlever les temps morts dans les respirations, des fois couper des phrases au moment où il faut pour que ce soit un peu plus rythmé, qu'on décroche moins. Il y a quand même tout ce travail là qui est fait, qui prend honnêtement le plus de temps. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le prémix. Donc, le prémix, c'est nettoyer la piste au niveau spectral. Donc, soit du denoise, donc enlever les bruits de fond. Le déclic quasiment tout le temps. Le décliqueur, c'est pour enlever les bruits de bouche qu'on fait quand on parle tous les... Et des appareils esprit qui permettent de tout effacer, plus ou moins, les trois quarts des bruits, pour éviter de les faire à la main, sinon c'est trop long. Donc ça. Ensuite, on va équilibrer de point de vue grave ou aigu en fonction on va équilibrer les voix entre elles, c'est-à-dire s'il y a une voix très grave, une voix très aiguë, on va baisser un peu le grave, rendre un peu plus grave l'aigu, etc. pour qu'il n'y ait pas trop d'écart quand on écoute. Il faut que ce soit homogène. Et après, on va traiter ce qu'on appelle la dynamique avec les compresseurs, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les niveaux faibles et les niveaux les niveaux forts de la voix aient moins d'écart pour éviter que ça explose justement dans les oreilles. Avoir un son plus homogène.
Exactement, et un son plus droit pour pouvoir ensuite faire les courbes de volume et régler le son, monter, descendre pour que là on soit vraiment au moins 16 dB à l'UFS, donc qui est la norme de diffusion des podcasts tout le long. Mais si tu compresses pas avant, tu vas passer ton temps à monter, descendre tes points, alors que moi ça se fait quasiment pas, je le fais avec un fader à la main ou j'ai un plugin qui est un fader automatisé qui lui tout seul va monter quand c'est pas assez fort. Il fait le travail plus ou moins tout seul, mais parce que j'ai fait ce travail là avant de compression, de mix et après donc j'équilibre avec la musique, etc. Je fais pas vraiment de mastering en podcast, dans le sens où le mastering c'est plutôt en musique, c'est vraiment un métier à part. Genre moi je serais pas capable de faire du mastering, il faut du matériel très pointu et ils vont vraiment jouer sur des petits détails d'équalisation, de trucs, voilà. Je peux faire des masterings sur des vidéos par contre, des masterings mais vraiment légers quoi, en fonction de où tu vas diffuser. Par exemple si je fais un mix pour la télé ou pour le cinéma, là je fais un mastering différent. Pour le lieu où c'est diffusé, tu vas pas laisser les mêmes fréquences parce que les enceintes diffusent. Mais sur du podcast, on part du principe qu'on fait un mastering. Je le fais pas dans le mix. Je mixe de telle façon à ce que ça sorte bien sur un téléphone, sur un ordi, sur des écouteurs ou sur des enceintes. Et tiens, j'en profite pour te demander un petit conseil en termes de largeur stéréo. J'ai vu qu'il y a des gens qui travaillent, qui élargissent, tu sais, l'angle stéréo. Est-ce que c'est une bonne chose selon toi ou on s'en fout, ça n'a pas d'impact? Alors ça va dépendre sur quoi. Si tu as enregistré avec ton Zoom une ambiance en stéréo, que tu vas la mettre, c'est bien de la mettre très large si c'est un truc très large. Mais si tu es dans un hall qui est immense mais que tu veux un truc un peu en proximité, tu vas le resserrer un petit peu pour pas que ce soit trop large. Par contre, une voix mono ne peut pas l'élargir en stéréo, sauf si tu mets de la reverb ou des doubleurs ou faut des effets. Donc ça m'arrive, moi je le fais souvent sur une voix, sur tout ce qui est voix d'introduction qui sont sur de la musique. Donc une voix mono, quand tu la mets sur de la musique par exemple, si tu la laisses seule, ça fait, soit tu vas toujours vouloir monter la musique, baisser la voix, tu as toujours du mal à trouver l'équilibre, il y a toujours un truc qui gêne un peu à l'oreille. Savoir comment la voix, en fait, comment la voix vient s'encastrer exactement, trouver le point d'entrée de la voix dans la musique, c'est ça le problème. Voilà, mais avec ça, il faut la décoller en fait. Il faut la décoller, c'est pas une question de niveau, c'est une question de plan. Et pour décoller un son du premier plan, il faut rajouter de la reverb en fait. La reverb, ça éloigne le son dans ton point d'écoute. Donc du coup, ce que je fais généralement sur une voix en mono, s'il n'y a pas d'écho dans la pièce, c'est vraiment un son qui est très neutre, très droit, très propre, sans reverb, sans rien. Je rajoute un petit peu de reverb, je mets la piste mono légèrement à gauche, la reverb un petit peu à droite, et après tu fais ton niveau pour pas que tu entendes trop la reverb non plus, et tu vas voir que ta voix elle va rentrer dans le mix. Donc c'est très compliqué à expliquer comme ça, il faudrait que je le fasse en même temps pour que tu l'entendes, mais dans l'idée c'est ça, il faut décoller avec de la reverb pour le faire rentrer dans le mix. Moi je le comprends, là, je vois même très bien ce que tu veux dire, c'est que ce que tu fais, c'est que tu donnes une dimension supérieure à la voix, tu augmentes la dimension dans l'espace Exactement. de la voix pour faire en sorte qu'elle n'ait pas à s'insérer dans la musique, mais qu'au contraire, elle soit quasiment du même niveau, pas du même niveau, mais que de point de vue de l'écoute, ça elle sonne pareil que la musique, parce que la musique, elle occupe énormément d'espace dans tes oreilles quand tu l'écoutes. Exactement. Alors que la voix, elle est... Et le même effet, si tu le gardes après, une fois la musique perdue, ça va moins bien marcher par contre, parce que tu vas entendre la résonance. Et comme c'est des reverbs numériques, pas hyper jolis forcément, et donc du coup, tu vas entendre de la reverb qu'on essaye d'enlever en général dans des conversations. C'est délicat, comme ça. C'est quand même un travail assez fin, là, dans ce dont tu parles. Ouais, ça fait partie des trucs fins. Mais l'avantage du podcast, c'est que ta voix, tu l'as fait une fois, et ton podcast, il peut durer 2 heures, 3 heures, c'est toujours la même voix, toujours le même réglage. Donc contrairement à du documentaire, comme j'ai mixé récemment là, des podcasts documentaires, où c'est des prises de son différentes, là, toutes les 3 minutes, tu changes de réglage pour pouvoir que les voix soient uniformes. Mais sur du podcast d'1 heure, ton réglage tu l'as. Et si c'est toujours ta voix sur ton podcast, ton réglage tu l'as tout à vie quoi. Tu enregistres ta session avec les réglages et dès que tu as une nouvelle interview, tu importes ton template et tu as déjà tous les réglages de poser, tu as juste à coller la voix dessus et ça rentre quoi. Donc ça vaut le coup de le faire une fois. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même cool pour quelqu'un qui fait un podcast, mettons un podcast de discussion exactement comme celui-là. C'est quand même cool d'aller prendre 1 heure ou 2 heures avec toi. Je sais pas combien de temps tu consacres quand tu donnes une formation à quelqu'un. Ouais, il faut 2 heures, 3 heures. C'est quand même cool que d'aller chercher ça parce que c'est un investissement pour l'avenir. C'est-à-dire que à partir du moment où ils ont compris comment structurer leur équipement, quels sont les bons réglages pour leur voix, qui peuvent réappliquer un profil de voix, c'est un gain pour tout ton podcast finalement. C'est finalement le coût, honnêtement, il est vraiment limité, hein.
Ouais, je pense. Et puis surtout, ce qu'on se tue à dire sur un groupe de vidéastes ou avec notre ingé son, on donne beaucoup de conseils aux vidéastes qui, pareil, quand les podcasteurs se mettent à faire du son parce qu'ils n'ont pas le choix par rapport au budget, mais ils y comprennent rien du tout. C'est qu'on peut expliquer comment marche tel appareil ou tel appareil, mais on ne pourra jamais t'expliquer le ressenti. Mais ça, il faut le faire, l'écouter et être accompagné pendant que tu le fais. C'est comme ça qu'on est formé pendant le BTS. On a vraiment des profs qui sont ingénieurs du son et on a un ordi ou des micros, on teste, on écoute, ils nous font écouter, ils nous disent ce qu'on doit ressentir et nous, on va chercher à travailler notre oreille et écouter ça. Et donc là, c'est le même principe pour les formations. Donc, je peux te faire un tuto, je te dire, mais ça marche comme ça, tu vas faire ça, ça va le faire. Mais si tu l'as pas écouté une fois, qu'on n'a pas été à côté de toi pour te dire, voilà, essaye de capter ce truc-là, tu l'auras jamais en fait. Tu vas l'appliquer, mais tu l'auras pas. Et le son, c'est vraiment de la perception. Ouais, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure avec l'histoire de la voix dans l'intro, dans la musique d'intro. Faut l'avoir entendu pour se rendre compte de la différence. Pour dire, OK, Exactement. c'est difficile de l'expliquer, mais au fond, quand tu l'entends, tu comprends tout de suite parce que tu vois comment la voix s'est placée. Puis là, tu dis, OK, j'ai compris, c'est pas la même chose. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que sur tous les plugins, il y a la fonction bypass dessus. C'est parce que même nous, même les pros, on met un effet, on est bien, on est content, et on appuie toujours sur bypass pour voir ce qu'il y avait au départ. On remet l'effet et souvent, on va l'augmenter ou le diminuer. Parce qu'on dit, en fait, ça n'a pas changé grand-chose ou ça a trop changé. Et le bypass, il est indispensable même pour des pros. Donc, c'est que on a besoin de ce ressenti et du avant-après. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on travaille le son. Ouais. C'est pas comme un truc où tu vas le faire et tu sais que ça va rouler quoi qu'il arrive. On est obligé d'avoir un avant-après quasiment tout le temps dès qu'on mixe. T'as pas un référentiel dans l'oreille qui te dit telle chose, c'est la bonne chose, je le sais de fait. Non, tu l'as pas. Si tu es fatigué, l'avant-après. si tu es fatigué, que tu vas vite, ben, des fois tu vas réécouter 2 jours après, tu vas te dire putain, j'ai fait de la merde. Souvent, les mecs qui mixent la musique, ils vont mixer la nuit parce qu'ils sont pressés. Et toujours, tu jettes tout le lendemain matin parce que tu t'es fatigué, tu n'avais pas dormi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? L'oreille fatigue très vite. Je crois que c'est l'organe qui fatigue le plus vite. Et donc, du coup, on s'habitue très vite à un mauvais son, un mauvais truc, et on le garde très vite en oreille. Donc, on a toujours besoin de se référencer à un truc à peu près propre, tu vois. Enfin, c'est une habitude, une gymnastique à avoir, régler son niveau d'écoute quand on mixe aussi. C'est-à-dire, si je commence à mixer, mais que mon casque, il est très faible, je suis content parce que j'ai tout poussé à fond. Mais en fait, je vais être au taquet, et quand je vais le diffuser, ça va être dégueulasse. Ou l'inverse, tu vois. Quand tu enregistres, quand tu mixes, il faut toujours avoir un niveau de casque à peu près référence où tu sais où tu es à l'aise avec en général le même casque, parce que d'un casque à l'autre ça change, et voilà, donc c'est des réflexes. C'est une erreur que tu soulignes qui est vraiment classique, c'est de confondre le gain d'entrée de ton micro et la sortie du casque. De ton casque. Ça, on l'a tous fait pendant les études et tout le monde le fait quand tu enregistres, c'est l'erreur classique et malheureusement tu es obligé de la faire une fois quoi. Et ça, et d'oublier d'appuyer sur le bouton REC, parce que ça aussi, ça arrive même au meilleur. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu penses, toi? On a dans le précédent épisode du Podcastologue, là, avec mes complices, là, on a exploré un peu les solutions intelligence artificielle pour le podcast. Puis on a testé des trucs comme des logiciels de mix, comme Auphonic ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ces logiciels qui se présentent comme du mix mastering en ligne, via intelligence artificielle? Alors je vais te dire une chose et son contraire juste après. Et je vais t'expliquer. Alors, j'ai pas écouté l'épisode de ce que tu en as fait, mais à la base, je suis plutôt réticent sur tout ce qui est automatique. Parce que, toujours pareil, le son, c'est une matière. Et donc, en fonction de ce que tu rentres dedans, tu peux pas appliquer les mêmes réglages à tout le monde. Ça me paraît assez invraisemblable. Et encore plus sur du mix comme il propose Auphonics. Moi, je trouve qu'il a tendance à trop filtrer le son, ça rend la voix assez robotique, ça va tasser le son, c'est pas une façon naturelle de faire les choses. Donc ça, c'est mon positionnement de départ et que j'ai testé un peu ces différents logiciels là, il y a quelques temps en arrière. Voilà. Et puis récemment... Mais Auphonic, je te confirme, avant que tu poursuives, je te confirme Auphonic. Moi aussi, je trouve que ça a un rendu légèrement métallique qui est pas naturel. Ça marche bien si tu as un son qui est propre déjà au départ, qui a une petite nuisance, là ça va marcher. Et sur des trucs un peu compliqués, ça va pas marcher. Et ça ne peut pas marcher parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais maintenant, je vais te dire le contraire. J'ai testé il y a pas longtemps le Adobe Enhance, là. Pas comment on prononce en anglais, je suis pas très fort. Et ben là, je suis tombé vraiment sur le cul, quoi, pour être vulgaire, mais impressionnant. Tu mets de la merde, il t'en ressort un son nettoyé et en plus, il rajoute du grain dedans, du grave. Enfin, je suis resté scotché. Je sais pas comment ça marche. J'ai même, du coup, acheté d'autres plugins parce que j'ai marronné, je voulais refaire la même chose. J'ai pas réussi à avoir, je m'en rapproche, mais j'arrive pas à avoir un rendu aussi nickel que ce qui te sort en un clic, quoi. Tu les mets rien, tu fais glisser le fichier, tu le télécharges et il est propre. Adjugé, vendu. Ouais.
Et t'as essayé son test micro, là, je me rappelle plus comment il s'appelle. Alors non, j'ai pas testé, je vois pas l'intérêt en fait. Je sais pas trop comment ça marche, je vois Pas pour toi peut-être, mais pour un débutant en fait, tu fais un test avec ton micro, donc il va te dire t'es trop loin du micro, t'es trop près. D'accord. Recadre-toi face à ton micro. Pour un débutant, c'est l'équivalent des conseils que tu pourrais lui donner. C'est très bien ça, ouais. C'est vraiment bien. Ah ouais, complètement, ouais. Mais je vais tester, voir si ça marche, parce que franchement, leur algorithme sur le truc d'Enhancer, c'est... Ça t'a impressionné? Vraiment. Ah ouais. Mais du coup, je l'ai utilisé pour certaines prises parce que je vais pas me prendre la tête à traîner pendant 2 heures sur des prises vraiment crades, un peu numériques. Tu sais, du son un peu numérique bizarre là, qui est un peu abîmé. Et ça a tout nettoyé, ça a rendu avec du grain, du grave. J'étais même obligé d'appliquer un décliqueur parce que j'avais du détail dans l'aigu que j'avais pas avant, donc j'ai dû renlever les bruits de bouche que j'entendais pas sur la prise de base. Enfin, vraiment, ça a fait un travail de malade, quoi. Alors, je sais pas ce que ça fait, mais... Et tu sais qu'ils préparent une suite un peu à la façon Adobe, tu sais, pour les graphistes, les infographistes et tout. Ils préparent une suite audio beaucoup plus complète, où ils sont en train de travailler justement sur d'autres options. Donc, ils vont vendre une suite complète. Il y a d'autres choses. Tu écouteras l'épisode qu'on a fait, le précédent qu'on a fait. Il y a Clean Voice. Il y a pas mal de solutions qui sont en train d'apparaître. Ouais, il y en a plein après. Il y en a plein. Moi, ce que je conseillerais comme investissement, si vous voulez nettoyer des trucs assez facilement, c'est le Isotope RX Elements. L'Isotope RX, c'est la suite que tous les ingénieurs, tous les studios utilisent depuis des années. C'est vraiment les précurseurs, c'est des logiciels vraiment ultra puissants pour nettoyer le son, etc. Et ils ont fait la version donc Elements, qui coûte 110 €, donc qui est quand même correct, avec des modes d'apprentissage un peu comme sur Adobe Enhance, sauf qu'au lieu de, tu fais learn, il va réfléchir, il va te proposer des réglages pour enlever la reverb, les bruits de bouche, les S et le bruit de fond. Tout ça sur un petit truc que tu utilises, tu as juste à monter, descendre le curseur, et là tu écoutes juste si ça commence à faire des effets robots ou pas. Tu appliques, tu fais ça, adieu j'ai vendu. C'est un plugin. Hein. Donc c'est un plugin que tu peux utiliser. Comment ça, redis-moi, ça s'appelle Isotope RX, et là c'est la version Elements. C'est la version Pro, par exemple Ultimate, là elle est à 1500 € je crois. Hein. Et alors là tu fais des trucs de malade avec, mais même moi je l'ai pas acheté, c'est trop cher. Mais la version Elements, j'utilise maintenant pour faire mes prémix de podcast, parce qu'en fait je travaille depuis tout le temps sur Pro Tools, mais de plus en plus je passe sur Reaper, notamment pour le montage des podcasts, qui est beaucoup plus modulable et plus rapide. Et j'avais besoin de cleaner avant de passer sur Pro Tools, parce que des fois il faut me cleaner un peu avant, pendant le montage, pour pouvoir tirer un petit peu les trucs, faire des coupes, c'est plus pratique. Du coup j'ai acheté ce RX Elements et j'utilise maintenant ça, et je nettoie tout de suite directement, et ça prend pas de ressources. C'est ultra rapide, et voilà, ça permet de faire un premier nettoyage léger mais efficace. Alors malheureusement, c'est la fin de cet épisode qui se termine de façon un petit peu abrupte, puisque l'enregistrement que j'ai récupéré de Squadcast était interrompu à ce moment de l'entrevue. Alors, on était presque à la fin, mais on n'a pas pu avoir le petit bye-bye de Benjamin. En tout cas, les coordonnées du site web de Benjamin, Station Whoosh, se trouvent dans la description de cet épisode, ainsi que les éléments d'information sur le plugin dont il a parlé, Isotope. Tout ça, vous le retrouvez dans le contenu de cet épisode. Alors, j'espère que vous avez appris des trucs. En tout cas, moi, j'en ai appris. Et je vais essayer de comprendre aussi pourquoi Squadcast ne m'a pas délivré l'enregistrement complet. Ça, c'est une autre histoire. Cet épisode est une production de Ghost Creek Media. Je l'ai réalisé. Les partenaires de ce podcast sont pour la musique BAM Music et Eddie Sound. Alors j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine et que l'audio soit avec vous. Why does it have to feel so good? I knew it, I had to go. Move a little faster. I thought that I forgot. So give me a sign, baby. I wish that I could step inside. Move a little faster. Oh, why? Move a little faster. Move a little faster. I knew it, I had to go. Move a little faster. Step inside.